Merci. Peut-être pour terminer, Allez-y. et après l'intervention des deux préfets sur les aspects de sobriété foncière et d'artificialisation des sols, qui est en effet une problématique très, très importante et que l'on souhaite accompagner en cohérence avec les objectifs législatifs nationaux. Alors, bon, je rappelle que le projet autoroutier a été, en tant que priorité nationale, hein, notamment repris dans la loi d'orientation des mobilités, a été mutualisé dans une assiette nationale, hein, en termes de quotas répondant au zéro artificialisation nette. Mais en tout cas, dans le cadre du comité de développement, c'est un élément important que j'ai traité avec l'ensemble des élus qui ont participé à la démarche. Alors, vous aurez l'occasion peut-être d'en prendre connaissance dans le projet de territoire qui vous sera transmis, mais il y avait un atelier, un groupe de travail, l'atelier urbanisme, qui était spécifiquement dédié à cette problématique grâce à l'appui d'un bureau d'études, je le rappelle. Et donc, le, le, le principal apport de cette démarche d'animation du projet de territoire a été de faire prendre conscience véritablement aux élus et aux acteurs locaux de la nécessité de piloter leur aménagement à l'aune de cette exigence de sobriété foncière. Donc, un certain nombre de principes d'action ont été établis dans le projet de territoire, qui, je le rappelle également, n'est pas un document prescriptif. Donc, il n'y a pas de chiffrage précis et de zonage précis dans la feuille de route de développement territorial que j'ai eu le plaisir d'animer. Par contre, le document jette les bases de la méthodologie à appliquer et donc on renvoie ces différentes réflexions et les indicateurs à fixer au schéma de cohérence territoriale, le SCOT autant qu'Open, qui est à l'étude actuellement par les acteurs des différents EPCI, et donc qui, lui, sera véritablement le document programmatique et prescriptif en matière d'artificialisation des sols. Donc voilà, c'est vraiment un sujet, j'ai envie de dire, assez emblématique de notre démarche. C'est qu'on a voulu, par cette animation et par cet atelier territorial, jeter les bases des grands principes d'action pour l'aménagement futur du sud du Tarn. Merci, Monsieur Abdeloussen, pour ces précisions. Peut-être rappeler à l'ensemble des collègues que nous sommes très précisément à 2h20 d'audition et que donc peut-être que d'ici 10 minutes, nous pourrons peut-être en terminer. Madame Héraudier avait levé la main, mais je ne la vois plus. Donc, Madame la rapporteure, je vous laisse peut-être conclure. Enfin, conclure et poser des questions. Merci, Monsieur le Préfet, de votre disponibilité. Je voulais revenir juste un petit peu avant sur ce nous avons échangé concernant les mesures relatives aux délaissés. Et vous nous disiez que c'est un sujet que vous abordez, Monsieur Abdeloussen, dans le cadre des comités de suivi, dont je me félicite effectivement qu'il y en ait 2 fois par an, au regard évidemment de l'enjeu de suivi de toutes ces mesures compensatoires. Et donc, si vous pouviez nous communiquer les comptes rendus de réunions de comités de suivi qui font état particulièrement des mesures compensatoires et particulièrement celles concernant le retour des délaissés, puisque vous nous disiez que c'était un sujet qui était évoqué dans le cadre d'un groupe de travail particulier. Donc, merci de nous communiquer le compte rendu de ces réunions qui nous permettront de nous assurer qu'en effet, la priorité, ce sont les mesures compensatoires et que dans un deuxième temps, éventuellement, les parcelles qui seraient l'objet de mesures compensatoires ne seraient pas affectées à la production d'énergie au regard de ce que mes calculs me permettent d'évaluer comme étant évidemment très consommateur de terres agricoles, surtout dans cette terre et dans cette partie du Tarn extrêmement riche au niveau agriculture. Je me félicite également que vous vous assuriez évidemment de la cohérence de votre action de projet territoire avec les SCOT, puisque comme on avait pu le signaler dans une précédente réunion, l'autoroute ne figure pas sur le SRADET et sur les documents et les cartes du SRADET. Donc, tant mieux qu'aujourd'hui, finalement, les SCOT prennent en compte la présence de cette autoroute, quand dans le schéma régional, cette autoroute n'y figurait pas. Alors enfin, je voulais vous poser des questions concernant la question relative aux zones inondables.
puisque, comme vous le savez, il y a eu, suite aux travaux réalisés par Atosca, et peut-être d'ailleurs vous avez fait un relevé au manquement, je ne sais pas, Monsieur Villebois, vous me le direz, et notamment des recours concernant l'atteinte à des nappes phréatiques. Et donc, il se trouve que cette autoroute avait un fuseau de tracé au départ qui avait été retenu pour la vallée du Girou, qui passait sur une zone préidentifiée qui était moins sujette à l'inondation, et puis que finalement le fuseau de réseau de tracé a été retenu pour la vallée du Girou qui passe en zone inondable notoire. Alors, est-ce que c'est un élément qui a été retenu, puisque vous faites état dans votre arrêté départemental de nombreuses préconisations, en tout cas sur la question de l'eau, et à raison au regard de l'enjeu qu'il peut y avoir là-dessus. Et est-ce que vous avez des éléments de nature à vous permettre de nous indiquer pourquoi finalement le fuseau d'autoroute a été modifié pour passer dans une zone beaucoup plus risquée au terme d'inondation que la précédente? Et dans ce cas-là, évidemment, quelles sont aujourd'hui, dans le cadre de votre action au niveau de surveillance de ce sujet-là, des précautions et mesures, préconisations particulières concernant ce risque d'inondation et les procédures de contrôle que vous avez pu mettre en œuvre. Première question sur ce sujet qui n'avait pas été abordé jusqu'à présent, et puis ensuite sur la considération sur les installations d'enrobés à chaud. Également dans l'arrêté interdépartemental, de nombreux éléments relatifs à cette question, qui est aussi un sujet qui mobilise beaucoup sur des inquiétudes sur la santé, notamment en particulier à proximité d'écoles ou d'EHPAD, avec une mobilisation citoyenne qui est réelle. Et donc, on a un document qui nous a été communiqué par l'Adréal, suite à l'audition toujours, dans laquelle on découvre qu'il était demandé en février 2022 à la DDT 81 de basculer en régime d'autorisation du fait du cumul des impacts identifiés et qui donc présentent un réel risque pour la population, hein. C'est dans ce cadre-là qu'on est dans un régime d'autorisation. Et puis finalement, en juin 2022, les services de l'État ont accordé les autorisations à ces centrales sur simple procédure d'enregistrement. Est-ce que vous pourriez nous indiquer les éléments qui vous ont été communiqués par Atosca de nature à vous permettre, bien qu'il y ait une préconisation de basculer en régime d'autorisation, de finalement accorder l'autorisation sur simple procédure d'enregistrement, ce qui, en termes de garantie, évidemment, par rapport aux populations et évidemment également de lisibilité, puisque nous avons découvert également dans le cadre des auditions que même un maire, celui de Saint-Germain, avait découvert qu'il y aurait une centrale d'enrobé à chaud, alors pour pas dire centrale à bitume, sur son territoire, alerté par des habitants de sa commune. Merci de vos réponses. Plusieurs observations peut-être liminaires, mon collègue complétera. Sur la question de zones inondables, c'est une remarque générale, hein, je m'empresse de le dire. Je rappelle que selon l'aléa faible, moyen ou fort, il est possible de construire en zone inondable, y compris des questions d'habitat ou autres, mais évidemment avec des mesures très particulières, des contre-mesures très particulières liées à la nature de l'aléa d'une part, et d'autre part à à l'intensité de l'aléa, pardon, et à la nature de la construction dont il s'agit. Et là, il s'agit simplement d'une voirie. Et ça, c'est une remarque générale, bien entendu. Et le deuxième point sur la question des centrales à enrober, qui sont des installations qui existent dans notre pays par centaines. Il y a dans le territoire national et des centaines d'usines d'enrobés. Je parle d'usines pérennes. Donc là, il s'agit simplement de centrales provisoires, puisqu'elles n'ont pas vocation à être permanentes. Il va de soi qu'elles sont soumises à la législation des installations classées, donc elles obéissent à un cadre, à des prescriptions très précises, qu'il y a 3 niveaux
comment dirais-je, de rigueur d'encadrement, la déclaration, l'enregistrement, l'autorisation, et je pourrais même compléter avec les Céveso seuil bas et les Céveso seuil haut. Donc, là, je dirais que l'appréciation de l'ADREAL est très mécanique, si je puis dire, au vu des précisions données par le porteur de projet. Donc, on pourra vous donner, alors sauf si mon collègue a les éléments en séance, on va vous les donner maintenant, sinon on vous les donnera par écrit. Moi, je peux penser qu'il y a eu peut-être une déclaration un peu générale qui a été faite au moment du dépôt du dossier, enfin en indiquant à l'administration ce dont il s'agissait, et à la production du dossier, au vu, je dirais, de ses caractéristiques, de ses volumes, etc., il entrait mécaniquement dans le champ de l'enregistrement. Je rappelle que l'enregistrement n'est pas une simple déclaration, hein, on est dans le cran au-dessus et ça nécessite de la part de l'administration un certain nombre d'éléments d'instruction. Donc ça, je pense que c'est un point, mais encore une fois, sauf si mon collègue a la précision, il la donnera bien entendu. Si ce n'est pas le cas, on vous répondra par écrit, mais je voulais vous donner un petit peu cette architecture et peut-être expliquer ce déclassement. Moi, j'ai vu aussi, on voit assez fréquemment des déclassements de cette nature, ou à l'inverse des surclassements, c'est-à-dire les dossiers, on nous annonce un dossier en déclaration, etc., et puis recevant le dossier final, le dossier définitif au moment de l'instruction, on s'aperçoit qu'il faut le passer de déclaration en enregistrement ou d'enregistrement en autorisation. Donc là, j'ai tendance à penser que c'est le contenu du dossier déposé qui a conduit à le loger, je dirais, dans la case enregistrement, mais encore une fois, on le vérifiera et on vous fera une réponse écrite très précise. Michel, si tu as d'autres éléments là-dessus. Oui, je pense que c'est les éléments qui nous avaient été donnés par le concessionnaire à ce sujet. Peut-être du côté de la préfecture du Tarn, nous donner, puisque nous avons la présence de M. Yasser Abdeloussen, il y a eu beaucoup de réunions publiques qui ont été organisées par la préfecture du Tarn et je les en remercie, à destination des populations pour évidemment prévenir et indiquer ce que sont ces centrales A en B et pour éviter aussi, pour rassurer évidemment et le faire en lien avec l'ensemble des maires des communes concernées qui étaient effectivement parfaitement au courant de ce type d'installation à titre temporaire sur leur commune. Voilà. Peut-être là, du côté de la préfecture. Oui, pour préciser que dans le cadre de ce dispositif, et je ne reviens pas sur ce qu'a dit mon collègue sur l'enregistrement, que nous allons mettre en place un dispositif spécifique qui a d'ailleurs été explicité dans les réunions publiques que ce préfet de Castres, mon collègue, et Yasser Abdeloussen ici présent, ont tenu soit d'initiative, soit à la demande des élus locaux, comme vous l'avez précisé, Monsieur le Président. Donc, dans ce dispositif, nous allons faire réaliser par APMO Occitanie un plan de surveillance qui prenne en compte le positionnement de points sensibles, hein, les écoles, les crèches, les exploitations agricoles, évidemment les conditions météorologiques, les flux émis en sortie de cheminée. Nous constituerons pour chacune des deux centrales, et j'en profite pour préciser que l'implantation des centrales figure dans l'article 6 de l'arrêté d'autorisation environnementale. La commune y est précisée. Donc, nous constituerons pour chacune des deux centrales une instance de suivi avec les collectifs, les riverains, les parents d'élèves, les agriculteurs, donc les associations qui sont membres du comité de suivi des mesures compensatoires. Ils seront bien évidemment invités. Nous ferons une réunion d'installation avant la mise en service de chacune de ces deux installations, dont je rappelle qu'elles sont temporaires et qu'elles seront démontées et qu'il est d'ores et déjà prévu par Atosca de les implanter dans un autre endroit en France pour un autre chantier. Nous allons mettre en place un dispositif de recueil des éventuels signalements et une procédure accélérée de traitement des difficultés par courriel ou téléphonique dédié. Et évidemment, tout ceci en complément du plan de contrôle de l'ICPE avec une fréquence d'inspection particulière pour ce type d'installation. Je précise que ce dispositif a été fait à la demande d'Atosca et s'inscrit dans une démarche volontaire consistant à non seulement contrôler pour la partie réglementaire, mais aussi rassurer les populations qui viendraient à s'inquiéter
de tel ou tel événement relatif aux centrales, à ces deux centrales à enrober. Je reviens rapidement, si vous me le permettez, sur quelques questions de Madame la rapporteure pour lui dire que nous serons évidemment particulièrement attentifs à la qualité, comme nous sommes déjà des mesures compensatoires, et que nous veillerons à ce que ces mesures compensatoires ne puissent pas se traduire par une artificialisation, même s'il s'agit d'installations photovoltaïques. Donc, j'espère vous rassurer sur ce point. Que deuxième point, effectivement, le concessionnaire a porté atteinte donc à un endroit au moins déterminé, à une question de nappe phréatique, mais que les contrôles de l'État sont en cours. Je peux vous préciser que le dernier a eu lieu hier. Donc, nous n'en sommes pas encore au stade du rapport de manquement administratif, non pas parce que l'État tarde, mais parce que nous avons procédé à une série de contrôles depuis une dizaine de jours. Voilà les précisions que je voulais vous apporter sur d'autres sujets que les centrales à enrober. Oui, je voudrais en complément d'un mot, si vous le permettez, sur ces deux points, et je remercie mon collègue de l'avoir expliqué. Sur le premier point, les centrales enrobées, on sait, elles suscitent une très forte inquiétude. Bon, et donc, notre souci, oui, c'est d'être extrêmement transparent sur le sujet. J'y insiste. Parce qu'il y a de l'inquiétude, et je remercie mon collègue pour les initiatives qu'il a prises, de le faire aussi, il faut le reconnaître, d'être extrêmement précis. C'est-à-dire que l'État ne soit pas, je dirais, que sur son rôle d'instructeur et de contrôleur, ce qu'il va faire, évidemment, soumis à enregistrement, c'est très clair, donc il y a une série de prescriptions, d'obligations et d'actions de contrôle qui vont être menées avec rigueur. Mais qu'en plus, parce qu'il y a cette inquiétude, bien tout ce dispositif de mesures complémentaires, enfin allant au-delà de la réglementation, je le précise, de réunions d'information, de comptes rendus, etc., interviennent pendant toute la période transitoire. C'est très important pour répondre justement à ces inquiétudes, vous le faisiez remarquer à la rapporteure, qui existent. Donc il faut qu'on soit capable d'y répondre, et je crois que ce qui est mis en place est assez exemplaire, puisqu'encore une fois, allant très au-delà de ce que prescrit la réglementation. Et puis l'autre point qui a lieu, je dirais d'une manière générale, aux problématiques de contrôle, voilà, je ne peux qu'abonder dans le sens de ce qu'a dit mon collègue, c'est-à-dire que nous avons, que ce soit pour le plan des contrôles administratifs et si nécessaire, des relevés d'infractions pénales, l'intention et la détermination, évidemment, pour les relever. Bon, le chantier avançant, le sentiment que le concessionnaire, qui je crois a réorganisé aussi son suivi des problématiques environnementales en interne, bon, doit être en situation de faire face, comment dirais-je, à la gestion de ce dossier. En tout cas, il connaît la position de l'État, qui sera évidemment très attentive à ce que toutes les prescriptions figurant dans l'autorisation environnementale et plus largement que le respect des textes environnementaux soit bien assuré. Merci, monsieur le préfet de région. Peut-être rapidement, chers collègues, nous sommes à 2h35 d'audition. Dans l'ordre, peut-être Madame Hérodi, Madame Stenbach-Ternoir pour vos questions rapides, s'il vous plaît. Et ensuite, Madame Hérodi. Madame Arrigui, pardon, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Je vous prie de m'excuser, j'ai été déconnectée tout à l'heure. Je tenais à revenir sur ce qui a été dit plus haut sur la Crémarbe, du coup, et sur le projet en général. Je tenais à rappeler pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a de nombreux Tarnais qui nous écoutent, de préciser quand même que le recours sur le fond du projet n'a toujours pas été jugé par le tribunal. Il faut quand même que ça reste dit et su par l'ensemble des personnes. Ensuite, sur le projet de la crémade, dite de la Crémarbre, classé à fort enjeu environnemental, les coupes étaient interdites. C'est ce qui a été confirmé par l'Adréal, les services de l'État, et Atosca est passé outre et a commencé à défricher et à couper. C'était donc illégal. Et l'occupation du coup du site de la Crémarbre par les écureuils résulte de cette illégalité en fait. C'est pas eux qui ont décidé de faire ça par choix et faire du zèle.
Donc, c'est suite à cette coupe illégale. Moi, j'aurais une question, parce que je suis très attentive quand même à la dépense d'argent public, d'argent du contribuable, à Monsieur le Préfet, pour rebondir un peu sur ce que dit ma collègue Anne Stenbach. Un article du journal de la Dépêche confirme que les sous-préfets et les préfets percevaient du gouvernement jusqu'à de 41 à 66 000 euros de primes en fonction de leurs résultats et de leur réussite sur le terrain. Selon un article de Publico, vous, Monsieur le Préfet du Tarn, aurez pour mission de poursuivre le projet de construction de l'autoroute A69, et ce malgré les risques d'artificialisation excessive du sud du département, comme écrit sur votre feuille de route. Donc, ma question, Monsieur le Préfet, est-ce pour cela que vous avez mis autant de cœur à l'ouvrage sur cette autoroute de la 69 pour que ça continue, ce malgré l'illégalité du défrichement de la Crémarbre et l'absence du coup de raison d'intérêt public majeur, et pour les délais aussi de mise en demeure d'Atosca. Par ailleurs, je me permets de continuer sur les questions de dépenses d'argent public. Un article récent de Reporter, qui à ma connaissance n'a pas été contesté, sauf erreur de ma part, hein, chiffre, et en se basant sur les rapports de l'Observatoire toulousain des pratiques policières et de la Ligue des droits de l'homme, le coût du maintien de l'ordre sur l'A69 à 2,76 millions d'euros sur la période d'un an, de mars 2023 à mars 2024. Néanmoins, l'article souligne que sur les seuls mois de février et mars 2024, 1,1 million 615 000 euros ont été dépensés sur le maintien de l'ordre sur le site de la Crémarbre, à Saïs, donc sur le fameux site où la coupe était illégale, soit en un mois, vous avez dépensé un peu plus qu'en un an. 200 heures de véhicules blindés à 800 000 euros pièce ont été déployés, 250 militaires qui ont tenu leur position 40 jours sur 40 jours et nuits en se relayant toutes les 8 heures avec un coût d'hébergement et de nourriture afférent, des dizaines de rotations d'hélicoptères dont on peut chiffrer le coût de l'heure de vol à environ 1 500 euros par rapport à un rapport du Sénat, les frais de carburant pour le transport des troupes de Vannes, Annecy, Gap, Maison-Alfort, Marseille, Tarbes, Chambéry, etc. 1000 grenades lacrymogènes ont été tirées à 30 euros l'unité, soit 30 000 euros. L'État a donc déboursé 160 000 euros par écureuil perché dans les arbres pour protéger ce site des coupes illégales. Et je tiens à préciser que le chiffre donné est une fourchette basse car il n'est pas considéré dans ce chiffrage les éléments suivants: la présence des gendarmes locaux mobilisés pour les contrôles routiers et la surveillance du chantier, l'estimation du coût d'utilisation des blindés Centaure, l'estimation du coût de la cellule spécialisée des grimpeurs, la CNAMO. D'autant plus que cet argent a été utilisé pour, maltraiter les contestataires à l'autoroute A69, allant jusqu'à affamer, priver de sommeil. La situation était tellement alarmante que le rapporteur spécial à l'ONU, quand même, sur la protection des défenseurs de l'environnement, Michel Forst, s'en est ému et a fait un rapport. Et je ne reviendrai pas sur la situation de la liberté de recourir aux événements couvrir les événements par des représentants de l'audiovisuel public local, François Occitanie, qui n'a pas manqué de fustiger la façon dont la presse a été empêchée et entravée. Donc, ma seconde question est la suivante: si l'illégalité de l'opération de Saïs se confirme, et tous les faisceaux d'indices nous l'indiquent, comment expliquez-vous aux contribuables tarnais et aux contribuables en général la dépense de plus de 1,5 million d'euros sur cette opération, d'autant plus que cet argent a été utilisé pour maltraiter du coup les contestataires à la 69, qui utilisent la désobéissance civile pour contrer cette coupe illégale. Je vous remercie et j'en resterai là. Bien, quelques réponses. Excusez-moi, juste peut-être pour vous dire, du côté de la présidence, je déplore la mise en cause à peine déguisée de la probité, notamment du préfet du Tarn. Voilà, je le déplore et je tiens ici à le manifester avant vos réponses, monsieur le préfet du Tarn, et j'en suis bien désolé. Alors, Madame Stenbach, vous voulez intervenir? On fait une réponse groupée ou vous souhaitez que je réponde maintenant? Comme, allez-y, si vous voulez. Bon, alors peut-être réponse rapide sur ces différents points. Premièrement, sur les décisions de justice, sur le fait que l'autorisation environnementale n'a pas encore été jugée au fond, nous l'avons toujours dit, ça n'est absolument pas contesté.
Rappelons simplement qu'il y a eu pour le moment 5 référés qui ont été déposés et qui ont tous été rejetés par la justice administrative. Nous disons rien de moins et rien de plus. Voilà. Donc il faut entendre aussi cela. Deuxièmement, sur les écureuils qui étaient dans les arbres pour contrer une coupe illégale, je nuancerai un petit peu cette observation. Les écureuils étaient dans une série d'arbres et en différents endroits. Je comprends, Madame la députée, que vous semblez approuver le fait qu'ils soient dans les arbres quand c'est illégal. J'en conclus que quand c'est légal, vous n'approuvez pas ce mode opératoire. Sur le maintien de l'ordre, je vous confirme avec netteté qu'il continuera d'être pleinement assumé. Je l'ai dit au début de mon propos, de mon intervention, les expressions de désaccord dans une démocratie sont parfaitement légitimes. Elles s'expriment par des contentieux. Voilà. J'observe au passage qu'on ne peut pas dire « mais tant que ce n'est pas jugé au fond, j'ai le droit de faire ce que je veux ». Non, les référés sont quand même un éclairage. Première observation, mais en tout cas, c'est la voie contentieuse. Et deuxièmement, c'est la voie de la manifestation déclarée avec tracé et responsable déclaré, et qui ensuite se tient à son tracé et le respecte. Ce sont les deux seules voies d'expression, et qui sont des voies puissantes d'expression d'opposition dans un état de droit. Vouloir une troisième voie, sympathiquement dénommée désobéissance civile, mais consistant à créer des actions de force, des actions de fait, des occupations illégales, des destructions, etc., eh bien, je suis obligé de vous dire que le maintien de l'ordre continuera d'être assumé. Si à l'occasion d'une opération, une illégalité est constatée par une personne, qu'il s'agisse d'un manifestant ou qu'il s'agisse en l'espèce d'un concessionnaire, il sera sanctionné. Voilà. Mais les choses sont très séquencées et c'est ainsi que nous agissons. Et enfin, sur la feuille de route, voilà, je trouve que vous avez une présentation, si vous voulez, très orientée, pour ne pas dire, comment dirais-je, déplaisante. Nous avons une feuille de route qui nous est attribuée. Nous avons une prime, enfin ce qu'on appelle le complément indemnitaire annuel que touchent tous les fonctionnaires de l'État, dans le cadre de ce qu'on appelle le RIFSEP, donc j'ai plus l'acronyme, pardonnez-moi, mais c'est un dispositif complètement statutaire, de droit commun, et qui n'est pas au résultat, au kilomètre, etc., contrairement à ce que vous pensez. Il est simplement vérifié que le préfet, en l'espèce, en fin d'année, a bien conduit ses procédures, a bien délivré des titres, a bien accompli, je dirais, les missions qui sont les siennes. Ça n'est pas une espèce de prime de rendement, comme, je dirais, votre présentation pourrait le laisser entendre. Voilà, je voulais le dire pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la nature de cette prime, une fois parfaitement statutaire, et puis l'esprit dans lequel tout ça est traité. Évidemment, je préfère tout mon soutien à mon collègue du Tarn. Merci, monsieur le préfet de région, monsieur le préfet du Tarn, pour votre réponse complémentaire, si vous le souhaitez. Merci. En reprenant les propos du préfet de région sur la question de la feuille de route, puisqu'il y a été fait allusion, simplement préciser que la 69 n'est pas le seul sujet qui figure sur cette feuille de route. Il figure un certain nombre de projets d'intérêt général, d'application de la loi et en tout cas de dispositifs qui ont tous été, le moment venu, validés par la représentation nationale. Donc, la feuille de route s'inscrit évidemment dans ce cadre-là et elle sert au gouvernement à mesurer que les préfets servent ce qui est leur métier, l'intérêt général. Sur la question des coûts qui a été évoquée, vous me permettrez d'ajouter un complément. En quelques chiffres, 1,5 million d'euros. 1,5 million d'euros, c'est le préjudice qu'a subi l'entreprise Carayon
lorsque, à l'occasion d'une manifestation autorisée par la préfecture en octobre dernier, des membres de cette manifestation se sont attaqués à cette entreprise de manière violente en mettant le feu à ses installations. Donc c'est un chiffre que je rajoute utilement à la connaissance de votre Assemblée. Je vais citer quelques chiffres rapidement. 16 destructions par incendie, 14 vols d'engins de chantier, 38 actes d'opposition aux travaux sur le chantier, des actes violents, 3 engins explosifs factices découverts, 27 actes de violence, dont 21 à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique, dont 8 violences et menaces à l'encontre d'élus qui ont tous fait l'objet de plaintes. Et enfin, 7 menaces et outrages à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique. Tout cela est parfaitement mesurable et justifie, à mon sens, que l'État assure l'ordre public sur cette partie du territoire. Merci, Monsieur le Préfet du Tarn. Madame Stenbach.